Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis maintiennent une forte présence militaire en Allemagne. En 2024, on estime que le pays abrite environ 50 installations militaires américaines et plus de 50 000 soldats, ce qui en fait le plus grand contingent américain stationné dans un seul pays en Europe. À l'origine conçu pour renforcer les défenses de l'Europe de l'Ouest en cas d'invasion soviétique, les bases américaines en Allemagne sont devenues le centre névralgique de toutes les opérations militaires américaines en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Et avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et sa posture agressive envers l'Europe, il ne semble pas que les troupes américaines quittent l'Allemagne de sitôt. L'Allemagne est un pays magnifique. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y passer plus de quelques jours. Mais d'après mes recherches et mon expérience, je sais que la culture, la nourriture, les paysages, tout y est superbe. Sans parler de mon admiration croissante pour l'histoire allemande qui remonte au Moyen-Âge. Tant de contes et d'histoires pour enfants modernes viennent d'Allemagne. Et peut-être y a-t-il une raison à cela. Selon le folklore allemand, les forêts et les châteaux abritent toutes sortes d'êtres surnaturels. Fantômes, sorcières, gobelins, vampires, fées, loups-garous, métamorphes. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que ce ne sont que des légendes. Mais elles continuent de nous donner la chair de poule. Si vous demandiez leur avis aux soldats des histoires qui suivent, ils vous diraient que ces contes allemands ne sont ni mythes ni légendes. Dans les zones sombres et reculées où ces hommes s'entraînaient, les cauchemars d'enfance sont soudain devenus bien réels. Voici le Smoke Pit, et voici les histoires racontées par des soldats à propos de leur rencontre avec des choses étranges en Allemagne. Éteignez les lumières blanches. Je ne veux pas qu'on repère notre position trop tôt. Reçu? Attends, ça vient d'où? On dirait que ça vient de là-bas, vers 2 heures, à la lisière des arbres. Peut-être un cerf. Si c'est une équipe de tireurs d'élite, ils sont bien négligents. Je ne vois rien avec les NVG, je passe en thermique. Là, tu le vois? Oui, c'est une personne? C'est quoi ce truc? Il se lève. Sergent, on est sûr que... Wow, il a disparu. Restez pas planté là, en avant. Oui, sergent. Cette première histoire a été initialement partagée dans le projet Tales from the Grid Square de Nick Horton. Un soldat anonyme de l'armée américaine y a raconté une expérience troublante vécue en Allemagne. Situé en Bavière, le champ d'entraînement de Grafenwöhr, ou simplement GTA, a été créé par l'armée allemande en 1910. Passé sous contrôle américain en 1945, il est aujourd'hui la plus grande et la plus avancée des installations d'entraînement à l'étranger de l'armée américaine, avec plus de 230 km de champs de tir, de zones de manœuvre et de casernes. La base est constamment animée par l'activité militaire et apparemment aussi paranormale. Je ne sais pas si d'autres ont vu des choses étranges en Allemagne, mais voici mon histoire. Il y a quelques années, au cœur des forêts du champ d'entraînement de Grafenwöhr, nos équipes de reconnaissance et de tireurs d'élite effectuaient un exercice nocturne. L'objectif était simple. Une équipe devait établir un poste d'observation caché, et quelques heures plus tard, vers 1 heure ou 3 heures du matin, une autre équipe devait tenter de les localiser. Cette nuit-là, je faisais partie de l'équipe de recherche. Nous sommes arrivés discrètement, avons garé le GMV et continué à pied le long d'une route étroite et silencieuse. Nos yeux scrutaient les ténèbres avec les NVG, les thermiques et les lampes blanches. L'air était chargé de tension, mais rien d'anormal pour une mission nocturne. Jusqu'à ce que tout change, après un moment, on a entendu un bruit dans la lisière des arbres, à notre droite. D'abord, on a pensé que c'était un animal, ou peut-être un des snipers en train de se repositionner. J'ai basculé mes NVG en mode thermique. L'écran a clignoté, chauffé, et puis il s'est allumé. Je l'ai vu. Quelque chose était là, à la lisière. Ça paraissait humain,
au premier regard, pâle, émacié, trop mince. Ses membres étaient longs, presque exagérés, et sa posture trahissait une chose qui essayait, sans succès, d'imiter un humain. Quand on s'est approché, la chose s'est redressée. Grande, légèrement voûtée, immobile. Elle nous observait. On était mal à l'aise, mais on s'est dit que c'était peut-être un gars de notre équipe, un rôle dans l'exercice. Alors, pas de panique. Mais sans prévenir, cette chose s'est soudain retournée et a filé dans les bois. Elle bougeait vite, beaucoup trop vite, inhumainement vite. En quelques secondes, elle avait disparu, avalée par l'obscurité. Par réflexe plus que par logique, on a pris la poursuite. Nos bottes écrasaient les feuilles mortes. On s'enfonçait toujours plus dans la forêt. Et soudain, sans signe avant-coureur, la nuit a explosé d'un son que je n'oublierai jamais. Un grognement, grave, guttural, mauvais, difficile à décrire, à moitié humain, à moitié bête. Mais une chose était claire, ce n'était pas amical, c'était plein de haine. Ce grognement nous a figés sur place, on l'a tous entendu, on l'avait tous vu. Et on a compris à cet instant que ce n'était pas un exercice. Ce truc-là, c'était un animal, ou Dieu sait quoi. On a battu en retraite aussi vite qu'on pouvait. Plus tard dans la nuit, on a contacté l'autre équipe, celle qu'on devait traquer. Ils étaient à l'opposé total du secteur. Personne n'était censé se trouver près de nous. Et le plus troublant, c'est qu'on a appris ensuite que d'autres gars de notre peloton avaient déjà signalé avoir vu une créature similaire, pâle, mince, humanoïde, l'année précédente. Personne ne les avait crus. On pensait qu'ils étaient juste fatigués ou qu'ils exagéraient pour rire. Mais après cette nuit-là, je ne doutais plus. Nous sommes des observateurs entraînés, reconnaissance et snipers. Nous ne sautons pas à la moindre ombre. Nous savons ce que nous voyons. Et cette nuit-là, sur le GTA, nous avons vu quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. Le loup-garou. Effrayés par la créature dans la maison, les hommes ont attrapé leurs torches et y ont mis le feu. Ils sont restés là, regardant les flammes tout réduire en cendres. Et c'était fini. Rien. Et personne n'est jamais sorti. Sacrée histoire. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Oui, on se la raconte ici depuis que je suis gamin, mais peu de gens aiment en parler. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, bien sûr. Vous avez remarqué que les gens d'ici ne sortent pas après la tombée de la nuit? Ou qu'on évite les bois? Cette histoire, pour les habitants d'ici, c'est plus qu'une légende. Et toi, tu y crois? Eh bien, oui. Je ne devrais probablement même pas en parler. Rien que mentionner la bête porterait malheur. Mais ce n'est sûrement qu'une vieille. Hé, regarde là-bas. Tu vois ça? Quelque chose vient de sortir de la forêt. Richard, rentre tout de suite. Quoi? Je t'ai dit maintenant. En lisant la précédente histoire sur le champ d'entraînement de Grafenwöhr, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les similitudes frappantes entre la créature aperçue par le soldat et celle qu'on appelle souvent le rack ou le rampant pâle. Bien qu'on l'associe principalement à la mythologie amérindienne, des créatures semblables au Pale Crawler apparaissent aussi dans le folklore africain, arabe, asiatique et européen. La personnalité et les capacités de ces créatures varient selon chaque culture. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les récits affirmant que certains de ces êtres auraient la capacité de se métamorphoser en humains ou en différents animaux. Le folklore allemand, en particulier, regorge de légendes sur des entités capables de changer de forme. La plus célèbre d'entre elles est sans doute celle du loup-garou. De notre point de vue moderne, les loups-garous ont longtemps été considérés comme des créatures imaginaires. Mais selon la prochaine histoire, les loups-garous sont bien plus que de simples légendes pour ceux qui vivent dans les villes et villages disséminés à travers la campagne allemande. Dans certains cas, c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'ils craignent profondément. Ce récit m'a été envoyé il y a quelque temps par un ancien soldat de l'armée américaine, nommé Richard. Il écrit « Pendant que j'étais en poste en Allemagne, j'ai attrapé le virus du voyage
plutôt que celui du reste dans les casernes et bois jusqu'à en mourir. Je me suis dit que j'aurais de meilleures aventures en parcourant l'Europe de cette manière. Historien amateur, je passais la plupart de mon temps à courir partout, apprenant autant que possible, mais pas sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. J'ai appris sur la colonisation romaine, l'architecture, la Gaule et tout ce genre de choses, mais j'ai aussi découvert les mythes et légendes de la région. Les trucs habituels, monstres, mythes, châteaux hantés. Et, quand on est en Europe, pas vrai. Un après-midi, vers le milieu de la semaine, j'ai décidé d'aller du côté de la ville de Schwano, où se trouve le château féerique de Nunanstein, ou du moins juste à l'extérieur. Je me suis dit que j'allais passer un super moment, surtout que c'était l'hiver. Beaucoup de festivals locaux, des fêtes, de la bonne nourriture. À mon arrivée, il neigeait légèrement. Je suis arrivé en ville et j'ai pu me détendre un peu. J'ai bu 1 ou 2 bières Dunkelweizen et mangé d'excellents plats dans le coin où je logeais. Je restais dans une auberge locale, tenue par un couple très sympathique qui nous traitait bien. Je suppose qu'ils appréciaient que nous ne soyons pas des abrutis, ou, dans leur esprit, des Américains typiques. Ce soir-là, j'étais sur leur balcon, qui donnait sur une petite zone boisée, profitant de la compagnie de mes hôtes. L'endroit où je me trouvais était un peu à l'extérieur de la ville, près de la grande route, l'autobahn. Certaines zones étaient bien éclairées, d'autres beaucoup moins. À un moment de la conversation, mon hôte m'a demandé ce qui m'avait amené ici. J'ai répondu que c'était pour l'histoire et que je voulais aussi explorer la région. Me souvenant de quelques mythes effrayants entendus en ville, j'ai lancé en plaisantant que j'espérais ne rien croiser de trop terrifiant ce soir-là. À cela, il a ri et m'a dit « Eh bien, historiquement, on a eu notre part de monstres dans cette région. Si tu connais ton histoire, tu connais le loup-garou. » À ce moment-là, les histoires locales ne me dérangeaient pas. Et comme on buvait un peu, je me suis dit que plus il boirait, meilleure serait l'histoire. Alors j'ai tranquillement siroté mon verre et écouté. Et il ne m'a pas déçu. Il a commencé à expliquer que la région, autrefois, se composait de 3 villages, et non d'une seule ville comme aujourd'hui. C'était vers le XIVe ou le XVe siècle. Il faut garder à l'esprit que le temps a tendance à déformer les récits. Voici donc l'histoire qu'il m'a racontée. Un jour d'été, le village se préparait pour un grand festival. Les Allemands n'ont jamais besoin de beaucoup d'excuses pour faire la fête. La récolte avait été bonne, le travail presque terminé. Tout allait bien. Les festivités devaient commencer dans la soirée, avec un grand banquet rassemblant les habitants du village et ceux des 2 villages voisins. Mais en milieu d'après-midi, un petit enfant entra dans le village, couvert de sang, de la tête aux pieds. Les villageois coururent vers elle et la reconnurent. Elle venait du village voisin. Ils firent tout pour l'aider, mais elle ne survécut pas. Avant de mourir de ses blessures, elle leur parla d'une bête qui avait massacré tout son village. Furieux, les villageois prirent leurs armes et partirent traquer la créature. En chemin, ils passèrent par plusieurs fermes. Elles avaient toutes été dévastées. Des troupeaux entiers de bétail massacrés, des maisons en ruines et des cadavres déchirés comme par une meute de loups. En atteignant le 2e village, ils découvrirent la même scène. Tout le monde avait été anéanti. Aucun être vivant, aucun animal, rien. Seulement l'odeur du sang, des morceaux de corps et un silence de mort. Le groupe de chasse décida alors d'aller vers le 3e, le plus éloigné des villages, pour voir s'il avait été épargné. Il ne l'avait pas été. Au début, il semblait que tout le monde là-bas avait aussi été tué. Mais soudain, quelque chose bougea. La grande salle du village était encore debout, et des signes de vie semblaient venir de l'intérieur. Le chef du groupe appela, et un hurlement glaçant retentit depuis la bâtisse. L'un des hommes tenta de forcer l'entrée pour tuer la créature, mais il fut immédiatement projeté à travers la porte, qui se referma violemment derrière lui. Terrifiés, les hommes mirent alors le feu au bâtiment,
et le regardèrent brûler jusqu'aux cendres, et c'était fini. Plus rien n'en sortit. Quand il eut terminé son histoire, je sentis un frisson me parcourir. Je lui demandai s'il avait d'autres histoires à raconter. Il me répondit que les gens du coin n'aimaient pas sortir la nuit. Quelque chose dans l'air ne semblait pas normal, même pour ceux qui avaient grandi ici. Il ajouta que parler du loup-garou portait malheur. Et c'est à ce moment-là que j'aperçus quelque chose, et le lui montrai, par-dessus le bord du balcon. Cette chose, je ne peux la décrire autrement, avait une taille et une posture non naturelles. Elle nous observait depuis la lisière des arbres. Nous la vîmes s'avancer dans la lumière de la lune. Elle semblait nous observer, reniflant l'air. Ses oreilles étaient dressées sur sa tête, bougeant légèrement, comme celle d'un chien. Quand mon hôte la vit, il me dit aussitôt de rentrer. Sans réfléchir, j'obéis. Il me suivit rapidement à l'intérieur. Quelle que soit cette chose, elle disparut dans les bois. Je ne sais pas qui les a appelés, mais la police arriva peu après et commença à fouiller la zone autour de la maison. Les officiers portèrent des fusils automatiques et des fusils à pompe, des G36, ce que j'ai trouvé étrange, puisque ces armes sont normalement réservées à l'armée allemande. Je n'en avais jamais vu entre les mains de policiers locaux. Mais là, c'était différent. Leur attitude, leur manière de se déplacer dans la forêt. C'était comme s'ils traquaient réellement quelque chose. La police patrouilla dans la zone pendant 2 ou 3 heures, puis remonta dans les véhicules et partit. Depuis la maison, je ne voyais que 3 officiers, mais à en juger par l'activité, il y en avait sûrement beaucoup plus. En partant, ils semblèrent vouloir effacer des traces. Depuis le balcon, nous les vîmes balayer le sol, recouvrant certaines zones de terre et de neige. Cela éveilla notre curiosité, mais il était hors de question de sortir tant qu'il faisait encore nuit. Le lendemain matin, mon hôte et moi avons pris notre courage à 2 mains et sommes allés voir la forêt. En inspectant le sol, nous avons trouvé une empreinte que la police avait clairement manquée. Je chausse du 44 environ, et cette empreinte allait du bout de mes orteils jusqu'au milieu du talon, mais elle était environ 1 centimètre plus large de chaque côté. C'était énorme et certainement pas humain. La meilleure façon de la décrire serait d'imaginer une empreinte de loup, étirée en largeur au-delà de la taille d'une boîte de café, avec des orteils allongés. Je me souviens même avoir vu des marques de griffes très distinctes. Je suis heureux de dire que cette rencontre ne m'a pas empêché de voyager dans la région. J'y suis même retourné de temps à autre pour boire avec les mêmes personnes. Mais je n'oublierai jamais ce moment. Je sais que c'est une histoire complètement folle, et je ne peux pas vraiment lui donner de sens. Mon Dieu, tu veux prévenir le commandement qu'on a 3 cerfs complètement déchiquetés à l'intérieur du périmètre? Qu'est-ce que tu crois qui a pu faire ça? On dirait qu'une meute entière de loups s'en est prise à eux. Probablement quelques-uns de ces sangliers sauvages qu'on a dans le coin. Ces trucs-là peuvent devenir très agressifs, parfois. Je ne savais pas que les cochons mangeaient des cerfs. Ouais, enfin, je crois. C'est fou quand même. Ouais, du moins, je pense. Tu pourras demander au forestier quand il arrivera. Mais ils sont vraiment assez féroces pour tuer 3 bêtes comme ça. Tu penses encore que c'était un cochon? Commandement, ici P4. On a trouvé 3 cerfs mutilés près de la clôture sud, pause. Et on vient d'entendre ce qui ressemble à un loup à l'intérieur du périmètre. Transmission. Reçu, P4. On l'a entendu aussi. Rejoignez le poste de sécurité et armez-vous. Je vous conseille de revenir vers le poste de commandement. Terminé. Cette prochaine histoire a été partagée à l'origine par un vétéran de l'US Air Force sur unexplainedmysteries.com en 2012. Les faits, eux-mêmes, se seraient déroulés à la fin des années 1980. Cette histoire a poussé les lecteurs à la relier à une autre légende, celle de la créature connue sous le nom de monstre de Morbach, l'une des légendes de loup-garou les plus connues et les plus récentes. L'histoire du vétéran se déroule sur la base aérienne de Hahn, dans l'ouest de l'Allemagne, près de la ville de Wittlich. Une nuit de 1988, quelques aviateurs rentraient à la base après une soirée en ville.
En longeant un sentier forestier, ils passèrent devant un petit sanctuaire dissimulé dans les broussailles. D'après les habitants, ce sanctuaire avait été placé là, il y a longtemps, pour repousser l'esprit vengeur d'un loup-garou. Selon le mythe, tant que la flamme éternelle en son centre restait allumée, la bête serait tenue à distance. Mais cette nuit-là, pour une raison inconnue, la flamme s'était éteinte. Sous l'effet de quelques verres, les soldats commencèrent à se provoquer entre eux, s'approchèrent du sanctuaire, firent des blagues douteuses et appelèrent le soi-disant loup-garou, le défiant de se montrer. Rien ne se passa. Alors, ils reprirent leur route, riant de leurs petites blagues. Mais selon un membre du 50e escadron de la police de sécurité, stationné à Han en 1988, écrivant sous le pseudonyme Sierra 7, leur plaisanterie n'allait pas être aussi drôle qu'ils le pensaient. Il écrit « Quand nous avons pris notre service, mes patrouilles ont commencé par un balayage des secteurs assignés. Pendant que je lisais les rapports de l'équipe précédente dans la caravane de sécurité, une patrouille à pied a trouvé 3 cerfs morts dans une zone boisée et nous a appelés par radio. En arrivant sur les lieux, j'ai remarqué que leurs gorges étaient lacérées et que 2 d'entre eux avaient les entrailles et les pattes arrière dévorées, ainsi que leurs organes internes, foie, cœur, tout. On avait bien des sangliers sauvages qui rôdaient dans le coin et attaquaient parfois de petits cervidés comme ceux-là. J'ai appelé le forestmeister local, l'équivalent d'un garde forestier, pour qu'il vienne retirer les carcasses. Je suis ensuite retourné à la caravane de contrôle pour prévenir la base de l'incident. Puis j'ai ordonné à toutes les patrouilles de revenir pour un briefing. Pendant qu'elles arrivaient, on a entendu un grondement sourd et puissant venant de la direction des seuls bâtiments équipés d'alarmes. J'ai appelé la patrouille à pied assignée à ce secteur. Ils étaient encore en route. Et au moment où je leur parlais, ils sont sortis de l'obscurité en criant « Vous avez entendu ça ?» Au même instant, le hurlement a retenti de nouveau. Ça venait de l'intérieur du périmètre. J'ai contacté le point d'entrée pour savoir s'ils avaient autorisé une patrouille canine sur place. Ils ont répondu non, mais eux aussi avaient entendu le hurlement. Un des gars a dit « Et si c'était le loup-garou ?» On a rigolé, mais il a hurlé encore, cette fois depuis le centre du site. J'ai prévenu la base qu'on avait une intrusion d'un animal, probablement un grand chien. Ils ont répondu que le forestmeister était en route. J'ai demandé aux patrouilles si je devais allumer les projecteurs, mais ils ont refusé. Ces lumières créaient trop d'ombre et gênaient notre vision nocturne. J'ai distribué des lunettes de vision nocturne aux chefs de patrouille, fixées à leur M16. Je leur ai rappelé qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'armer les armes. C'était encore la guerre froide, donc pas de balles dans la chambre. J'ai pris une patrouille à pied, avec moi, sécurité du nombre, et on s'est dirigé vers la clôture, au cas où la chose tenterait de contourner nos hommes. En passant près des cerfs morts, j'ai remarqué que le 3e avait lui aussi été dévoré. J'ai immédiatement averti tout le monde que ça était revenu pour se nourrir. Peu après, une patrouille motorisée a signalé par radio qu'elle poursuivait un grand canidé. Nous avons pris un itinéraire circulaire pour essayer de le coincer. Le poste d'entrée m'a informé que notre propre patrouille canine venait d'arriver. Alors je l'ai envoyé vers la clôture ouest. La patrouille poursuivante a alors indiqué que la créature se dirigeait vers la caravane de commandement. Et le plus drôle, Alpha Control, à l'intérieur de la caravane, a répondu à la radio qu'il verrouillait la porte et ne l'ouvrirait pas avant le lever du soleil. Je me suis rendu à la clôture pendant que 2 autres patrouilles retournaient au poste de contrôle. La patrouille canine était déjà sur place. Je l'ai renvoyée vers les bâtiments sous alarme pour surveiller. Arrivés à la clôture, j'ai placé un homme près du périmètre, puis le chef de patrouille et moi sommes montés sur une petite colline pour couvrir sa position. C'est là qu'on a commencé à entendre beaucoup de cris sur la radio. J'ai demandé un rapport de situation. On m'a répondu que la chose venait droit sur nous. J'ai demandé à ce qu'on allume les projecteurs du secteur. Le terrain était dégagé avec des arbres sur la droite. On a coupé nos lunettes nocturnes. Et c'est alors que le gars qu'on avait laissé à la clôture a commencé à hurler.
On s'est tourné juste à temps pour voir une immense masse sombre franchir notre clôture de 3 mètres de haut. Elle a disparu presque aussitôt dans l'obscurité, hors du halo des projecteurs. J'ai aussitôt ordonné d'éteindre les lumières. Je suis monté plus haut sur la colline et j'ai rallumé ma lunette nocturne. Et c'est là que je l'ai vue, appuyée contre un arbre. Elle nous regardait, debout sur ses pattes arrière. J'ai crié sa position, 2 heures, 200 mètres. Et elle s'est simplement tournée avant de se fondre dans les feuilles. À ma connaissance, seul un autre chef de patrouille l'a vue aussi. Il devait être 2h30 quand le Forestmeister est arrivé à la barrière. J'ai dû aller le faire entrer. J'ai demandé à l'unité canine de patrouiller le long de la clôture, mais le chien était terrifié. Il s'est réfugié dans sa cage et n'en est plus sorti. J'ai remis toutes les unités en patrouille active et demandé une vigilance maximale. En escortant le Forestmeister vers les cerfs morts, je lui ai expliqué la situation. Il a tout écouté, calmement, pris des photos pour ses dossiers, puis emballé les carcasses. Il a dit que ça ne ressemblait pas à une attaque de sanglier. Tout indiquait une attaque de loup, mais lui-même paraissait perplexe. Il a expliqué que les loups ne tuaient pas leur proie d'un coup. Ils la blessaient, attendaient qu'elle s'effondre, puis commençaient à la dévorer vivante. Ici, on aurait dit que la bête avait tué d'un seul coup avant de manger, comme en témoignaient les blessures au cou. Je lui ai demandé si un loup pouvait sauter une clôture de 3 mètres. Il a haussé les épaules et a dit « Celui-là, oui ». Puis il a ri. Les gars étaient surexcités, c'est le moins qu'on puisse dire. On a tenu un briefing vers 4 heures du matin. J'ai exigé des rapports écrits pour la fin du service à 6h30. Alpha 2, celui qui s'était enfermé dans la caravane, a fini par sortir. Je sirotais un café et j'ai dit « Tu crois qu'ils vont nous croire ?» Il a répondu « On va tous devoir pisser dans un flacon. » Autrement dit, test antidrogue, on en a bien ri. De retour à l'armurerie, mon chef de vol et le commandant m'ont pris à part. Je leur ai fait le compte-rendu complet. Mon chef m'a demandé de relire tous les rapports avant de les remettre à la relève. Le lendemain, j'ai remarqué que la feuille de service avait été modifiée. On retournait tous à Morbach. C'était très rare d'avoir la même patrouille 2 fois de suite, encore moins d'être assigné au même secteur. Le trajet en bus jusqu'à la base se fit dans un silence pesant. En approchant du petit sanctuaire au bord de la route, j'ai demandé à l'arrêt de vérifier si la bougie était bien allumée. Pas question de prendre le moindre risque. Le chef d'escadrille est arrivé vers minuit et nous avons eu une réunion à propos de la nuit précédente. Il a dit que nous avions 2 options, soit remettre nos rapports, mais en supprimant toute mention du loup-garou, soit les détruire et noter simplement dans le registre qu'un animal sauvage avait tué des cerfs dans le bois, derrière le dépôt de munitions, et que le forestier avait été dépêché. Fin de l'histoire. On s'est regardé, et il a ajouté que si on parlait du loup-garou, notre PRP serait remis en question. Le PRP, le Personnel Reliability Program. C'est ce qui nous autorise à travailler à proximité de ressources nucléaires sur les bases aériennes. Perdre ton PRP, c'est compromettre toute ta carrière. Et pendant la réévaluation, tu te retrouvais avec les pires corvées, souvent pendant plus d'1 mois. On a donc choisi la 2e option. Certains ont préféré ne plus jamais en parler. D'autres non. Mais ça s'est vraiment passé. Ce n'était pas une histoire inventée pour effrayer les nouvelles recrues. Était-ce un loup-garou? Était-ce un loup européen rare? Était-ce une coïncidence que la bougie se soit éteinte cette nuit-là, sous la pleine lune? Je ne sais pas. Je dirais juste que tout ce que je viens de raconter est vrai à ma connaissance. En enquêtant sur la légende du monstre de Morbach, j'ai découvert avec surprise qu'elle semblait effectivement reposer sur une part de vérité. Selon plusieurs sources, le mythe remonte à l'année 1812 et tourne autour d'un homme nommé Thomas Jean-Baptiste Schweitzer. Né en Alsace en 1785, Schweitzer avait rejoint la grande armée de Napoléon Bonaparte à l'adolescence et, en 1812,
C'était déjà un vétéran aguerri de nombreuses campagnes. Mais après l'invasion désastreuse de la Russie, Schweitzer en eut assez de la vie militaire. Alors que l'armée se repliait à travers l'Allemagne, lui et un petit groupe d'hommes désertèrent et se réfugièrent dans la campagne, finissant par arriver près du village de Wittlich, le même où se trouvait la base de Hahn en 1988. Affamés et désespérés, les déserteurs décidèrent d'attaquer une ferme pour se ravitailler. Mais tout tourna mal. Alertés par le bruit, le fermier et ses fils accoururent et affrontèrent les bandits. Pris de panique, Schweitzer et sa bande massacrèrent brutalement le père et ses enfants. Ce n'est qu'après le silence qu'il remarqua la mère. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, figée d'horreur. Mais en s'approchant, son regard changea. La peur devint de la rage pure. Dans un dernier souffle, la femme lança une malédiction sur Schweitzer. À chaque nuit de pleine lune, il se transformerait en un loup enragé. Schweitzer la tua d'un coup à la tête. Mais selon la légende, la mort de la femme ne stoppa pas la malédiction. Quand la lune revint, Schweitzer commença à changer. Son corps se tordit, grandit, jusqu'à devenir celui d'un loup-garou, consumé par la rage et la soif de sang. Pendant des nuits entières, la créature sema la terreur dans la région. Des troupeaux entiers furent retrouvés massacrés, puis ce furent des corps humains, déchiquetés. Mais sa folie ne s'arrêta pas au meurtre. Une nuit, il s'en prit à une jeune femme nommée Elisabeth Berlé, qu'il croisa sur un sentier. Surgissant de l'ombre, Schweitzer, ou ce qu'il était devenu, la plaqua au sol. Il ne la tua pas, mais ce qu'il lui fit fut peut-être pire. Pour les villageois de la Rhénanie, ce fut la goutte de trop. Armés de mousquets, de torches, de fourches et de balles en argent, ils partirent chasser le monstre une bonne fois pour toutes. Ils finirent par le trouver dans les forêts, près du village de Morbach. Le combat fut féroce, mais les villageois triomphèrent. Le règne de Schweitzer prit fin, ou du moins, ils le crurent. Pour empêcher son esprit de hanter les lieux, ils le décapitèrent, lui transpercèrent le cœur d'un pieu et l'enterrèrent à la croisée des chemins. Sur sa tombe, ils érigèrent un petit sanctuaire orné d'une image de la Vierge Marie. En son centre brûlait une bougie éternelle, censée retenir l'esprit maléfique. Si cette flamme a réellement fonctionné, ça reste un mystère. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cet épisode, en lien avec un précédent sur les rencontres entre soldats et la créature appelée Ulhulker, une sorte de skinwalker allemand, ou simplement un loup-garou, semble confirmer que l'Allemagne a toujours abrité ce genre de légende. Le terme dogman conviendrait aussi. Le folklore allemand, apparemment, n'est pas sans fondement. Beaucoup d'histoires de loups viennent de là-bas. Comme on l'a vu dans les épisodes sur les attaques de loups, ces récits pourraient venir des temps médiévaux, quand les paysans affrontaient de véritables meutes de loups mangeurs d'hommes. Jake, notre scénariste, vient de se fiancer. Félicitations à lui. Et sa fiancée, passionnée de psychologie criminelle, lui a fait remarquer un point intéressant. Le concept de tueur en série n'a été étudié que depuis environ 100 ans. À l'époque de Thomas Schweitzer, au début des années 1800, les gens ne pouvaient pas concevoir qu'un homme soit capable d'actes aussi monstrueux. En découvrant des scènes d'horreur, ils cherchèrent à les expliquer autrement, par l'intervention d'une bête, d'un démon, plutôt que d'un être humain. Schweitzer était peut-être juste un tueur en série dément, mais pour donner un sens à son mal, on l'a dépeint comme un monstre, un loup-garou, et ce n'est pas un cas isolé. J'ai aussi trouvé l'histoire de Peter Stump, un riche fermier allemand du XVIe siècle surnommé le loup-garou de Bedburg. En 1589, il fut accusé de meurtre, de cannibalisme, de sorcellerie et d'inceste. Sous la torture, il avoua avoir pratiqué la magie noire depuis l'âge de 12 ans et prétendit que le diable lui avait donné une ceinture magique, le transformant en loup. Pendant 25 ans, il aurait tué et dévoré 14 enfants et 2 femmes enceintes, mangeant même les fœtus et,
comble de l'horreur, le cerveau de son propre fils. Il avoua aussi des relations incestueuses avec sa fille et un démon succube. Le 31 octobre 1589, il fut exécuté dans d'atroces souffrances, écorché avec des pinces chauffées, brisé sur la roue, décapité puis brûlé. Sa fille et sa maîtresse furent exécutées à ses côtés. Certains historiens pensent que son procès fut une manière symbolique de purifier la région pendant les guerres de religion. D'autres estiment qu'il fut juste désigné comme un débauché moral, un bouc émissaire. Quoi qu'il en soit, le cas de Stump, tout comme celui de Schweitzer, montre à quel point les frontières entre la réalité et la légende étaient floues. Peut-être que beaucoup de ces prétendus loups-garous n'étaient que des tueurs, et que les mythes ont été bâtis autour d'eux, mais aucune de ces explications ne rend vraiment compte des créatures étranges que des soldats continuent d'affirmer avoir vues en Allemagne. D'autres histoires viendront. Merci d'avoir regardé, écouté, partagé, liké, commenté. Tout ce que vous faites aide énormément la chaîne et c'est sincèrement apprécié. Que Dieu soit avec vous, quoi que vous traversiez. On se retrouve dans le prochain épisode.